Adeptes de la grande toile, bonjour! Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un film, ni d'un réalisateur, ni d'un duo de producteurs persuadés d'avoir trouvé la recette miracle pour défoncer le box-office, mais d'une année. L'année 1999 en l'occurrence. Si à l'époque le cinéma était déjà pour vous une préoccupation majeure, vous devez vous souvenir que les 365 derniers jours du deuxième millénaire étaient censés être l'année Star Wars, avec le grand retour supra-méga-giga attendu de la mythique saga au cinéma, 16 ans après la fin de la première trilogie. Bon, on va pas se mentir, ça a été l'année Star Wars. Mais pas seulement, comme nous allons le voir dans cet épisode, puisque l'année 1999 a aussi été celle des sleepers, c'est-à-dire des succès surprises que personne n'a vu venir. Alors faites le plein de plutonium, branchez le convecteur temporel car le moment est venu pour nous de remonter le temps. Savez-vous que le 18 novembre 1998, il s'est passé dans certaines salles américaines un phénomène très étrange et à ma connaissance complètement inédit dans l'histoire du cinéma. Ce jour-là, environ 2/3 de spectateurs qui ont payé leur entrée pour voir Couvre-feu, The Waterboy ou Rencontre avec Joe Black sont ressortis de la salle avant le début du film. La raison ? En cette époque pré-YouTube, il s'agissait du seul moyen pour les fans de Star Wars de découvrir les toutes premières images de l'épisode 1, censé sortir très exactement 6 mois plus tard. Visiblement, pour eux, ces 2 minutes valaient le prix d'un billet, mais pas les pitreries d'Adam Sandler, les gros yeux de Bruce Willis ou les cascades nanardesques de Brad Pitt. On a bien la preuve que La Menace Fantôme était le film le plus attendu de l'année 1999, voire de la décennie, voire de tous les temps. Bon, sauf peut-être du côté des cinéphiles qui piaffaient surtout d'impatience de découvrir le nouveau Stanley Kubrick après 12 ans de silence radio. Mais bon, revenons à nos Gungans. Quelques mois avant la sortie de l'épisode 1, il ne faisait guère de doute que le film dépasserait les scores au box-office de la première trilogie, nos amis américains ayant la fâcheuse tendance à ne pas tenir compte de l'inflation du prix du dollar. La vraie question, c'était de savoir s'il allait envoyer par le fond le nouveau détenteur en date du record, Titanic. Au printemps 1999, alors que la sortie de La Menace Fantôme approche à grands pas, un film plus ou moins sorti de nulle part va toutefois lui voler quelque temps la vedette. Un film qui rappelle par bien des aspects le tout premier volet de la saga de George Lucas. Je veux bien sûr parler de Matrix des Wachowski. Comme Star Wars en 1977, Matrix a été écrit avec le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell sur les genoux, et raconte la bonne vieille histoire d'un type ordinaire qui plonge dans un monde magique où tout semble possible. Comme Star Wars, il revêt ce récit matriciel d'habits modernes qui vont puiser à droite et à gauche, et notamment dans le cinéma japonais. Comme Star Wars, il bénéficie de VFX révolutionnaires qui vont littéralement sidérer l'audience. Comme Star Wars, le studio qui le produit n'a absolument rien compris au film et l'a sorti sans en espérer grand-chose. Et enfin, comme Star Wars, ce sont les geeks qui vont se ruer dans les salles en premier, bientôt suivis par le reste de la population. Réalisé pour un budget très raisonnable de 63 millions de dollars, Matrix en engrangera 171 millions aux États-Unis et 463 millions dans le monde. De quoi lancer dans la foulée une trilogie. Tiens bah, comme Star Wars quoi. Début mai, tandis que les rayons jouets des supermarchés commencent à se remplir de produits dérivés Star Wars épisode 1, un autre film va surprendre son monde en prenant un temps la tête du box-office. Encore une fois, le petit monde de George Lucas n'est pas loin, puisque la Monie essaie clairement de renouer avec l'esprit d'aventure de l'autre grande saga qu'il a initiée au début des années 80. Produit pour un peu plus de thunes que Matrix, le film de Steven Sommers se réalise à peu près les mêmes scores au box-office et lance à son tour une franchise nettement moins mémorable. Suite au succès du film, le premier week-end de mai va devenir une date clé de l'été américain. Steven Sommers en fera un temps son terrain de jeu avant qu'il ne devienne la chasse gardée des super-héros Marvel. Le 19 mai 1999, le jour tant attendu arrive enfin. La Menace Fantôme déboule sur 2970 écrans en Amérique du Nord, et là, c'est le drame. Jar Jar Binks, les midi-chloriens, le futur Dark Vador qui fait yippee, un méchant qui joue à cache-cache jusqu'au 3e acte, Jar Jar Binks, des droïdes de combat pas menaçants pour un sou, un blocus commercial en guise de guerre stellaire, et des dromadaires de l'espace qui pètent sur Jar Jar Binks. Les fans de Star Wars gonflés à bloc prennent tout ça en pleine poire d'un coup, et certains ne s'en remettront jamais. The Phantom Menace was 18 months ago, Tim. I know, Bilbo. Okay, it still hurts. Mais ça n'empêche pas le film de faire comme prévu le plein de spectateurs. Sans surprise, La Menace Fantôme va devenir, et de loin, le plus gros succès de l'année en franchissant la barre du $1 milliard dans le monde. Mais on notera qu'il reste très loin des scores engrangés par Titanic 1 an et demi plus tôt. En dollars ajustés, La Menace Fantôme dépasse d'une courte tête les recettes de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi,
Mais le premier Star Wars, lui, reste carrément hors de portée. 3 semaines après la sortie en demi-teinte de l'épisode 1, une autre suite va, elle, carrément exploser le score du film original, pourtant vieux d'à peine 2 ans. What the fuck is this mess? Austin Powers. De 53 millions de recettes aux States pour le premier Austin Powers, on passe à plus de 200 millions pour L'espion qui m'a tiré. De façon très maligne, la campagne promo du film va s'amuser de la proximité de la sortie du nouveau Star Wars. The saga will continue. You were expecting someone else? Et le film, comme son prédécesseur, ne se privera pas de multiplier les clins d'œil, plus ou moins subtils, à la première trilogie. I am your father. Really? No, not really. I can't back that up. Au milieu de l'été, ce sont les comédies qui vont se tailler la part du lion. American Pie et Big Daddy dépassent tous les deux la barre magique des 100 millions de dollars. Du coup, après 2 cartons consécutifs, Adam Sandler va se mettre en tête qu'il peut rameuter le public avec à peu près n'importe quoi. Comme par exemple montrer le diable en train de flanquer un ananas dans le trou de balle d'Adolf Hitler. Mais malheureusement pour lui, son chef-d'œuvre Little Nicky sera l'un des plus gros fours des années 2000. Allez comprendre. Ben tiens, puisqu'on parle de bide, comment ne pas mentionner celui encore plus retentissant de l'autre méga blockbuster de l'été 1999, Wild Wild West. Prévu pour Independence Day, une date qui avait jusque-là porté chance à Will Smith, le film de Barry Sonnenfeld se contente en bout de course d'un score maigrichon de 114 millions de dollars, alors qu'il en a coûté officiellement 170, sans compter le budget marketing. Le film dont nous allons parler maintenant est un peu l'exact inverse de Wild Wild West, puisqu'il a rapporté beaucoup plus de pognon qu'il n'en a coûté. Mais alors vraiment beaucoup plus. Tourné au caméscope dans une forêt du Maryland par 3 comédiens semi-professionnels, The Blair Witch Project a été réalisé pour la somme ridicule de 60 000 $, soit l'équivalent de 2 secondes et demie de Wild Wild West. Précédé d'une campagne promo d'une redoutable efficacité où Internet joue pour la première fois un rôle majeur, le film sort en salle le 16 juillet 1999 et rapporte dans le monde plus de 4000 fois sa mise. Ce qui en fait instantanément l'œuvre la plus rentable de tous les temps, un titre jusque-là détenu par American Graffiti de George Lucas. Maintenant, est-ce que vous savez quel film s'est classé en 2e position du box-office mondial cette année-là, juste derrière La Menace Fantôme? Non? Et si maintenant je vous balance cette simple réplique de 4 mots? I see dead people. Et oui, le 6e Sens débarque dans les salles américaines le 6 août 1999, à un moment où tous les gros blockbusters ont déjà fait le plein et où l'industrie hollywoodienne n'attend plus de miracle. Et là, devinez quoi? Eh ben c'est le miracle. Réalisé par un illustre inconnu, avec une star à la carrière en dents de scie, le film qui a coûté 40 millions de dollars en engrange quasiment 300 millions sur le territoire nord-américain et près de 700 millions dans le monde. Pour beaucoup, une partie du succès phénoménal du film s'explique par son twist final qui incite les spectateurs à retourner le voir. Un twist devenu un des plus célèbres de l'histoire du cinéma, juste derrière celui-là. I am your father. Alors certes, des sleepers, on peut en trouver chaque année. C'était le cas de Split ou de Get Out en 2017, mais aussi du tout premier Star Wars en son temps. Par contre, une succession quasi ininterrompue de sleepers comme on a pu en voir en 1999 me semble un cas assez unique dans l'histoire du cinéma. Y aurait-il une raison particulière à cela? Et si la réponse se trouvait dans La Fin des temps avec Schwarzenegger, sorti justement cette année-là? Often in dreams, numbers appear upside down and backward. So 666 becomes 999, like in 1999, the year of his return. My time has come. Ouais, bon, à titre personnel, j'ai plutôt tendance à y voir la parfaite illustration de l'adage formulé par le célèbre scénariste William Goldman pour résumer la vanité de la quête de succès assurée qui anime Hollywood depuis ses débuts. Nobody knows anything. Je ne saurais conclure sans évoquer un dernier événement sur le même thème survenu cette fameuse année. Au mois d'octobre, dans une indifférence quasi générale, le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson entame dans son pays natal le tournage en simultané de 3 films adaptés du chef-d'œuvre matriciel de l'heroic fantasy. Ce projet aux ambitions pharaoniques ne sera dévoilé au monde que 2 ans plus tard et connaîtra un triomphe public et critique carrément inespéré. À sa manière, Le Seigneur des Anneaux participera au peu d'impact de la prélogie dans l'imaginaire collectif et s'imposera dans le cœur du public comme le Star Wars des années 2000. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il serait peut-être temps que je me penche un peu sur le cas de Peter Jackson. Bon allez, je vais regarder mon planning et je vais essayer de caler un épisode dans l'année, promis. En attendant, si ce petit voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à cliquer sur le petit pouce bleu là juste en dessous.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Twitter ou Facebook, et enfin, si vous vous sentez d'humeur généreuse, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. A bientôt!